Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Ali Sabié, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, annonce le lancement du projet d'urgence de protection sociale et de réponse aux crises alimentaires. Pour les actualités internationales, en Afrique du Sud veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Le détail de ce journal à présent, mesdames et messieurs, la ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle par intérim, Mme Oulouf Ismaël Abdou, accompagnée du préfet de la région d'Ali Sabié, du président du conseil régional ainsi que des députés, s'est rendue ce jeudi 3 novembre dans la région d'Ali Sabié pour procéder à l'inauguration de l'école bilingue. Étant également présents à cette cérémonie d'inauguration les hauts cadres du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, dont le secrétaire général du MENFOP, le directeur général du CRIPEN ainsi que le secrétaire général exécutif de l'ONARS et l'inspecteur régional d'Ali Sabié. Entourée par cette importante délégation, la ministre du MENFOP par intérim a réceptionné les clés de l'école bilingue et technologique d'Ali Sabié, qui garantit une éducation de qualité à chaque fille et à chaque garçon de la région, conformément à la vision du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a placé le développement du capital humain parmi les priorités nationales et dans un objectif de modernisation des offres éducatives. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a initié des modèles de formation innovants. C'est dans ce cadre que s'inscrit la création de cet établissement scolaire bilingue et technologique implanté dans la région d'Ali Sabié, l'objectif étant de garantir une éducation de qualité renforcée par un trilinguisme offrant à l'apprenant des avantages réels sur le plan individuel, social et économique, et offrir également aux jeunes une formation diversifiée en lien avec les évolutions technologiques et modernes. Enfin, les jeunes djiboutiens pourront également bénéficier au sein de cet établissement d'une formation en technologie en lien avec les évolutions technologiques modernes. horumarka tacliinteena guultama weeye taariikhda labatanka guultama weeye tacaabiyo hawlo galay guultama weeye wuxuu tarayo gaasho. À l'issue de sa visite, la ministre a tenu à remercier tous ceux qui ont participé à sa création. Elle a également tenu à rappeler que cette école n'aurait pu être créée sans l'engagement ferme du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui ne cesse de promouvoir l'éducation nationale et l'importance qu'elle revête pour le développement et la croissance du pays. On écoute la ministre. Je suis entourée aujourd'hui par des corps enseignants, que ce soit par le préfet ou par le président du conseil régional, mais je me réjouis encore plus parce que je suis également issue d'une famille d'enseignants. Je sais qu'est-ce que l'enseignement m'a apporté, moi, aujourd'hui, qui est face à vous. Si je parle dans ces langues, même dans ma langue locale, qui est le somali, c'est également grâce à cet enseignement. Vous êtes, comme dit le proverbe arabe ou la citation, où de temps en temps même on a tendance à dire que c'est un hadith, « Man allamana harfan fasirna lahu abdan ». Soyez vraiment remerciés pour tous les efforts que vous faites, à tout le corps enseignant. Hier, on parlait de la quantité d'ouverture d'écoles, on parlait de quantité, on parlait d'ouverture d'écoles partout dans les régions. Au jour d'aujourd'hui, on ne parle plus de régions, on parle de localités, de petites localités. Je pense que le défi à relever par l'éducation nationale a été fait par rapport à la quantité. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un élan où nous souhaitons apporter la qualité, où un Djiboutien est là. Il faut que la qualité de l'éducation soit là, parce que là où il y a la qualité, il y a le capital humain, il y a l'avenir de notre pays et de nos enfants. J'aimerais bien sûr clôturer mes propos en remerciant tout d'abord et en s'excusant au nom du ministre de l'Éducation nationale qui a été amené à une mission à l'étranger en toute urgence, une mission qui n'est pas des moindres. Et aujourd'hui, je rends un hommage tout particulier
à tous ceux qui ont vraiment fourni ces efforts pour que cette école puisse exister. Je rends bien sûr un hommage particulier et appuyé à la vision du chef de l'État, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, qui a voulu et qui a toujours souhaité que le Djiboutien soit le meilleur de l'Afrique, le meilleur du monde. Merci beaucoup. Toujours Ali Sabié, profitant de sa présence dans la région d'Ali Sabié, la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Mme Moulouf Ismail Abdo, en présence maintenant du président de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, s'est déplacé au village d'Ali Adé pour rencontrer et échanger avec la population locale. Accompagnés de ses collaborateurs, des élus et des autorités locales et régionales, les ministres ont été accueillis par les chefs de village et les femmes de la communauté qui ont manifesté leur joie de les accueillir. La ministre des Affaires sociales et des solidarités a profité de l'occasion pour annoncer le lancement officiel du projet d'urgence de protection sociale et de réponse aux crises alimentaires à ses futurs bénéficiaires. Ce projet d'urgence a été mobilisé par le gouvernement suite aux multiples chocs exogènes, tels que la pandémie causée par la Covid-19, l'instabilité géopolitique régionale et mondiale, plus récemment les sécheresses récurrentes qui ont tous impacté le pays. Ces divers chocs ont eu comme effet de fragiliser la sécurité alimentaire et de dégrader le niveau de vie de la population vulnérable, dont notamment celle vivant au milieu rural. Au vu de répondre aux besoins des plus démunis et d'atténuer l'impact de ces crises, le gouvernement de Djibouti s'est rapidement mobilisé à l'initiative du président de la République pour apporter l'aide sociale d'urgence nécessaire permettant de relever le niveau de vie de cette tranche de population sujette à la précarité. Ce nouveau projet de protection sociale et de réponse aux crises alimentaires qui couvre l'ensemble du territoire national vise à soulager 86 200 individus, soit 15 000 ménages. Parmi ces 15 000 ménages, 5 000 bénéficiaires sont issus du milieu urbain et recevront un transfert monétaire d'une valeur de 30 000 trimestriels par le biais de la Caisse populaire d'épargne et de crédit. Quant aux 10 000 ménages vivant dans le milieu rural, la prise en charge s'est orientée vers des distributions en nature de vivres alimentaires. Conscient de la flambée du prix du panier alimentaire, le gouvernement a tenu à rehausser la valeur des produits alimentaires qui composeront le panier alimentaire. Dans l'exécution de ce projet, 2200 étudiants vivant dans les régions de l'intérieur sont également soutenus. Ils recevront tout au long de leur études universitaires un montant destiné à leur restauration. L'objectif étant d'encourager les jeunes dans leur parcours universitaire. Ainsi, le nouveau projet vise à fournir à la communauté impactée par ces crises endogènes et exogènes des mécanismes de protection sociale aux crises adaptifs aux crises futures et qui contribuent à une sortie de pauvreté durable. Autre actualité de ce journal, la conférence principale avec des différentes sessions plénières sont ouvertes avec l'ouverture officielle de l'agro C9. Les panélistes ont exposé la thématique, cette conférence 100% dédiée à la filière géothermie permet de donner la parole aux différents acteurs du secteur. Le thème de la conférence Argeo C9 est la géothermie comme solution clé pour la transition énergétique juste en Afrique. L'objectif de cette conférence parrainée par de nombreuses organisations et agences internationales, régionales et nationales est de promouvoir la coopération régionale, de créer une plateforme d'échange d'informations et de mise en réseau de l'exploration, l'utilisation de l'investissement des ressources géothermiques. Cette conférence permettra également à chaque pays de présenter les programmes et les activités relatives à l'exploitation géothermique, les chantiers en cours et les projets en perspective. Après avoir inspecté les avant-postes au nord du pays le 29 octobre 2022, le chef d'état-major général des armées, le général des corps armés, général Zakaria Cheikh Ibrahim, a effectué ce samedi 5 novembre 2022 une mission d'inspection dans le sud du pays, plus précisément dans les postes de Yoboki et d'Aoudawa, tous deux placés sous le commandement du régiment interarmé du Dikil, commandé par le colonel Ibrahim Ali Farah. En effet, tous les corps militaires, formations, avant-postes et postes isolés djiboutiens sont en état d'alerte maximale depuis l'attentat du 7 octobre 2022. Baba ni mada
Cette inspection des autorités militaires djiboutiennes s'inscrit suite aux derniers renseignements récoltés qui prévoient une éventuelle tentative d'harcèlement dans ce secteur et qui impose donc de renforcer le dispositif de défense et accroître la vigilance des militaires à travers des directives strictes issues de la nouvelle stratégie du haut commandement militaire. Au cours de cette inspection, le SEMGA n'a pas manqué d'examiner attentivement les conditions de vie et de travail de tous les officiers, sous-officiers et militaires de rang ainsi que le moyen matériel dont ils disposent. Nous allons poursuivre avec le discours du SEMGA, mais avant, il est l'heure de l'appel de Salat al-Asr. On se retrouve juste après, mesdames et messieurs. Nous allons poursuivre avec l'allocution du SEMGA, et je cite, « Par ailleurs, l'armée djiboutienne n'oublie pas ses compagnons d'armes qui sont toujours portés disparus et utilisera tous les moyens personnels et matériels nécessaires pour les retrouver », a ajouté le SEMGA. Le SEMGA dans son allocution. أفرتها كلمة دود أفرتها مقع كوباد وايكنتينو مقع إيجا كوباد ومدنبو مقع إيجا كوباد والوحدة مقع إيجا كوباد وإنيتي إحنا نبضي عانو اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. Autre actualité de ce journal, Ali Sévier, un important atelier de restitution, de synthèse, de diagnostic et esquisse dans des plans de restructuration des villages d'Ali Adé et Holohol a eu lieu hier après-midi dans la salle de réunion du conseil régional. Était présent à cet atelier le préfet de la région, Moussa Aden Migene, le sous-préfet d'Ali Adé, M. Shaban Daher Moussa, le président du conseil régional, M. Shalmark Hassan, le directeur général de la Roulos, M. Abdurrahman Ali Ahmed, le directeur général de l'ADDS, M. Mahdi Mohamed Jama, le secrétaire exécutif de l'ONARS, Haj Hussein Hassan Darar, les responsables des services déconcentrés et l'ensemble des personnels concernés de près ou de loin par le projet d'aménagement du territoire de la région. Après les cordiales bienvenues des responsables de la région à l'endroit des experts et autres responsables distingués du projet du futur restructuration des plans d'aménagement de ces deux villages, il a été procédé à la présentation de l'objectif de l'atelier et une démarche d'imprégnation du public a été adoptée. Les objectifs du diagnostic et les méthodologies appliquées ont été clarifiés. Il a été compris en général qu'en vue de mettre fin à l'urbanisation anarchique et d'offrir à la population un cadre de vie décent, il est bien nécessaire d'entreprendre une restructuration urbaine optimale. Une projection des résultats des enquêtes qui ont été menées pendant 18 jours sans relâche a été faite. Les éléments du diagnostic territorial, sociologique, économique, psychologique ont été largement passés en revue. Des propositions, des éléments de réponse au plan de restructuration ont été avancés également. Il s'en est suivi d'un débat avec questions-réponses des connaisseurs du tenant et aboutissant de ce projet social ambitieux et des idées et perfectionnements à inclure dans ces projets ont été avancés par les responsables de la région. Ces plans de restructuration urbaine s'inscrivent dans la politique et la vision Djibouti 2035. Djibouti 2035 est une stratégie à long terme réalisée à l'initiative du gouvernement djiboutien. Cette vision a été développée en concertation avec la jeunesse djiboutienne, les partis politiques, la société civile, le secteur privé et les partenaires internationaux du développement et reflète également donc un ensemble d'objectifs économiques, politiques et sociaux pour toute la société.
On écoute à présent le directeur général de l'agence Arilos et du secrétaire exécutif de l'ONARS. Aujourd'hui, nous sommes ici réunis au Conseil régional d'Ali Sabié pour essayer de vous présenter la restitution d'une étude de diagnostic des villes, des sous-localités de Al Adel Hall, où on va essayer de vous présenter les différentes rendus qui ont été effectués, notamment les missions, donc les équipements qui ont été recensés, ainsi que des scénarios d'aménagement dans ces deux localités. Donc, Monsieur le Préfet, nous sommes toujours dans la lignée, bien entendu, des dispositions qui ont été décidées par le gouvernement, pilotées par Madame la Ministre de la Ville et de l'Urbanisme, qui est de doter les différents chefs-lieux des régions de l'intérieur, ainsi que des localités sous sa juridiction, des plans d'aménagement urbain pour essayer d'encadrer le développement urbain de la ville d'Ali Sabié et des sous-localités. Nous sommes là avec vous aujourd'hui pour essayer de vous présenter, et c'est l'objet même du cadre du programme qui a été initié par le Président et qui rentre dans le développement également des sous-localités, que ce soit Ali Adé Al-Hol, pour essayer de travailler sur l'aménagement urbain de ces deux localités et surtout de vous proposer plus tard, en concertation avec les différents concessionnaires, les différents départements techniques de Djibouti et d'Ali Sabié. Vous savez très bien que le gouvernement a pris le chemin de l'inclusion et vous savez très bien que l'inclusion a besoin de beaucoup de choses. Si dès maintenant, comme le préfet a soulevé, si on ne fait pas la fondation dès maintenant, un plan d'aménagement vraiment fiable, on ne peut pas faire après. Donc l'inclusion, c'est-à-dire qu'il faut inclure les réfugiés dans tous les systèmes nationaux. Je remercie également la préfecture et le conseil régional. À présent, on écoute le dire du préfet de la région d'Ali Sabié, M. Moussa Aden Milgane. Je suis à la tête de la préfecture d'Ali Sabié depuis 2019. Ça fait 3 ans. Et dès ma première année, j'ai constaté que j'avais un gros problème devant moi, un obstacle que je ne pouvais franchir. Pourquoi un obstacle? Surtout dans l'aménagement territorial. On avait un schéma directeur pour la ville d'Ali Sabié, mais un schéma directeur sans vraiment plan d'aménagement territorial. Deuxièmement, on avait donc les villages de Hol et Ali Adé, qui avant étaient de tout petits villages, mais maintenant devenus donc de grandes villes. Et pour parler de ville, il faut avoir un plan d'aménagement. Pour pouvoir installer la population, il faut avoir un plan. Il faut avoir des outils. Ce qui nous manquait à la préfecture, c'était les outils, et deuxièmement, les compétences. Et c'est ce que j'avais, dès 2020, j'avais demandé au ministère de la Ville de me fournir des outils et surtout de mettre en place un renforcement de capacité dans les régions. J'ai comparé le schéma directeur plus le constat que j'ai fait en ville à Ali Sabié et j'ai remarqué que depuis 2012, lors de l'apparition du schéma directeur, une ville s'est construite dans l'enceinte de l'ancienne ville d'Ali Sabié. Je vous remercie d'être venu, comme pour la dernière fois que s'est passé dans la ville d'Ali Sabié. J'espère que nous allons œuvrer rapidement et efficacement dans les prochaines années, surtout à l'Adé et Hol. À présent, à la capitale Djibouti-Ville, où sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de Dakaï-Torio a clôturé hier dans la salle polyvalente du Stade Goulet une formation technique dispensée par Mélanie Chauss. Une formation riche, très pratique, qui a duré une semaine et qui a rassemblé tous les amoureux de cet art martial en vogue dans notre pays, notamment ceux de la capitale et des régions de l'intérieur. Force est de constater que ce sport national, au-delà d'être un art martial, est un art de vivre et attire de plus en plus d'adeptes. Cette belle cérémonie s'est donc déroulée en présence des membres de la Fédération de Dakaï-Torio, M. Abdelkader Ahmed, le directeur adjoint du Stade Goulet, M. Ahmed Ali, coordinateur de sport, ainsi que les membres du comité directif et les membres de la fédération.
Enfin aujourd'hui. Il a commencé il y a une semaine dans le village natal de Maître Leïta à Sela, avec un accueil magnifique, vraiment une population qui porte la discipline et qui est reconnaissante de tout ce qui est fait. Grâce à un projet en union avec la Fédération française de Dakaï-Toriyou, la Fédération djiboutienne a mis en place un dojo à Sela, grâce au financement de l'ambassade de France à Djibouti, au projet PIXCA, et également grâce au projet de sport et développement en France. Ça marque une histoire dans le Dakaï-Toriyou de Djibouti. Pourquoi? Parce que c'est le premier dojo fait par une fédération, financé par une fédération, grâce également à un entrepreneur qui est Oumed de Loïta, qui a aidé, qui s'engage dans la discipline. Au niveau de l'histoire de la discipline, on a eu le décret qui a été donné grâce au président, M. Ismaël Omar Guelleh. Ça a été une reconnaissance au niveau mondial. Nous le remercions encore et à chaque fois parce que c'est quelque chose qui a construit la discipline. Le dojo marque également une histoire dans la discipline. Maître Loïta viendra l'inaugurer également et vraiment ça lui tient à cœur. Le stage s'est continué par le passage de grade ceinture marron. Et ça a été vraiment un très grand... Et enfin, de cette édition, pour les actualités internationales, je vous disais dans le titre, l'Afrique du Sud a obtenu une enveloppe de 497 millions de dollars devant servir à la reconversion de la centrale de Komati, située dans la province de Mpumalanga, dans le nord du pays. Celle-ci a été mise à l'arrêt définitif lundi dernier après plus de 60 ans de service. Dotée de 9 unités de production, la centrale engloutissait jusqu'à 12 000 tonnes de charbon par jour et produisait lors de son achèvement 2 fois plus d'électricité que toute la centrale existante du pays. Désormais, elle servira de site de production d'énergie renouvelable alimenté par 150 MW de solaire, 70 MW d'éoliennes et 150 MW de batteries de stockage. La première puissance industrielle du continent tire encore 80% de son électricité du charbon, pilier de l'économie sud-africaine employant près de 100 000 personnes. Ce prêt doit participer à la réduction de gaz à effet de serre en Afrique du Sud. Le pays avait déjà obtenu à la COP26 8,5 milliards de dollars pour des solutions écologiques. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est un défi difficile à relever dans le monde entier, particulièrement en Afrique du Sud, compte tenu de la forte intensité en carbone du secteur énergétique, a déclaré le président de l'organisation, David Malpass. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.